Dans la première partie, nous avons laissé un mangaka qui a été séquestré par une lycéenne. Vous trouverez la première partie de cette vidéo dans la description. Le jour suivant, il consacre son énergie à sa série de mangas. Toutefois, une certaine anxiété l'envahit concernant le caractère plutôt intense de l'intrigue. Il puise principalement dans ses propres expériences pour écrire, et d'après ce qu'il sait de sa ravisseuse, elle n'est pas foncièrement mauvaise. L'enjeu est de transmettre cette nuance dans le récit, ce qui est loin d'être une tâche simple. Après tout, elle l'a kidnappé et le garde en captivité malgré lui. Il est compliqué de rendre un tel personnage attachant. Tandis qu'il se concentre intensément sur son travail, Konata toque à la porte pour lui signaler que le repas est servi. Mais le voyant si plongé dans son travail, elle s'éclipse discrètement. Ce n'est que plus tard, quand l'estomac de l'artiste se met à grogner, qu'il se rappelle avoir négligé de manger. Elle avait laissé son repas devant la porte, avec un petit message d'encouragement écrit en ketchup sur l'assiette. Alors peut-être qu'il est dans le vrai, peut-être qu'elle n'est pas si cruelle en fin de compte. Après une nuit de travail intense, son sommeil est agité, et il finit par rester au lit bien plus tard que d'ordinaire. Tellement tard que, ce soir-là, Konata laisse son petit déjeuner sur la table avec un petit mot indiquant qu'elle part, ce qui est une nouveauté. Je ne suis pas certain de l'avoir déjà vu quitter l'appartement. Peut-être met-elle enfin à profit cet uniforme scolaire pour se rendre à l'école. Cependant, l'artiste ne s'intéresse pas tant à ses activités, car il perçoit cela comme sa première réelle opportunité de s'évader. N'importe qui normalement constitué la saisirait, mais il est tellement immergé dans son manuscrit qu'il ne veut pas partir immédiatement et décide de considérer plus sérieusement cette option lors de la prochaine occasion. Elle revient alors qu'il se tient debout près de la porte et entre dans sa chambre habillé de manière décontractée. Pour la première fois, l'artiste est ébahi. Non, littéralement, il s'effondre sur le sol. Il s'interroge sur les motivations de son vêtement actuel, mais elle le taquine en insinuant que c'est un mystère. Cependant, ce mystère aurait pu être préservé s'il n'avait pas aperçu l'étiquette de prix toujours accrochée à sa jupe. Néanmoins, en tant que punition pour son sommeil prolongé, il est chargé de la représenter dans une tenue décontractée, même si on pourrait croire que l'artiste n'est pas dérangé par cette tâche, ses sentiments pour sa ravisseuse commençant à prendre forme. Lorsqu'il s'installe pour le dessin, Konata ne parvient pas à rester statique. Semble-t-il que la longue séance de pause de la veille a eu des conséquences douloureuses sur ses fesses. Donc, de manière tout à fait prévisible, elle adopte une pose beaucoup plus osée, en s'étirant devant lui et en écartant largement les jambes. L'artiste est quelque peu surpris, mais il ne va certainement pas protester. La seule préoccupation réside dans l'aspect créatif. Il doute de sa capacité à représenter une scène si audacieuse et commence à réfléchir s'il doit tout représenter ou laisser de côté certains détails. Quoi qu'il en soit, il trouve plaisant de voir que sa ravisseuse s'est spécialement apprêtée pour lui et adopte maintenant une pose suggestive pour capter son regard. Au moins, cela suggère qu'elle éprouve probablement des sentiments à son égard. Soudainement, Konata déclare qu'elle compte faire une sieste dans cette position provocante, le mettant en garde qu'une tentative d'exploitation de la situation serait accueillie par une réplique de sa part. Elle le poignardera. Il semble que l'affection ne soit peut-être pas totalement réciproque finalement. L'artiste poursuit son dessin avec une énergie frénétique, s'investissant corps et âme dans ce projet, pendant que Konata l'observe tranquillement. Un jour, il lui demande si elle ne s'ennuie pas à le voir travailler, mais elle semble y trouver une certaine distraction. Puis, elle lui demande spontanément son plat préféré, à quoi l'artiste répond qu'il a une préférence marquée pour le Big Mac. Plutôt simple, mais chacun a ses préférences, j'imagine. Konata arque un sourcil, mais avant qu'il ait l'opportunité de demander l'explication, elle sort précipitamment, claquant la porte derrière elle. Lors de leur prochaine rencontre, elle est chargée d'une demi-douzaine d'articles du menu de McDonald's. Un Big Mac, des frites, une salade et une variété de suppléments qu'elle a l'habitude de lui apporter. Il est ému et lui demande si elle a fait cet achat spécifiquement pour lui, mais Konata reste évasive. Puis, une compréhension soudaine le frappe. Il suppose que sa question sur son plat préféré avait pour but de préparer ce plat pour lui. Voilà pourquoi elle est de mauvaise humeur. L'artiste réalise que lui offrir un fast-food n'est pas tout à fait pareil. Il se corrige donc en déclarant soudainement qu'il raffole du curry pour CE qui est de la cuisine maison. Apparemment, son intuition était juste car Konata s'anime instantanément et se met en route pour lui préparer un curry. L'unique désavantage, c'est qu'il se retrouve à manger du curry pendant les 3 jours suivants. Il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Pendant ce temps, Konata a progressivement allongé sa chaîne, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment longue pour lui permettre d'utiliser les toilettes sans assistance. Bien sûr, il ne souhaite pas répéter l'incident précédent ou provoquer d'autres problèmes de confiance, alors il frappe toujours avant d'y aller, comme une demande tacite de permission. Cependant, une fois, en l'absence de réponse et dans un état de désespoir aigu, il décide de prendre le risque et se précipite aux toilettes. Ce n'est qu'après avoir terminé qu'il trébuche devant Konata en sous-vêtements dans le couloir.
Il s'excuse aussitôt et tente de s'éloigner, mais elle l'appelle en retour, suggérant qu'il transforme ce malentendu en une occasion de croquis, ce qui laisse supposer qu'elle souhaitait cette rencontre dans ces conditions. Konata semble tout à fait à l'aise avec l'idée, mais l'artiste est loin de l'être. Il lui demande de se rhabiller, mais son audacieuse ravisseuse ne revêt que son masque avant de poser pour lui. Le jour suivant, l'artiste se réveille fiévreux, ce qui n'est guère surprenant étant donné qu'il n'a pas vu la lumière du jour depuis environ 1 mois, et la majorité de ses apports en vitamines proviennent de compléments alimentaires. Konata semble véritablement préoccupée et fait tout son possible pour prendre soin de lui. Elle emploie toutes les méthodes habituelles, comme une compresse humide sur le front, et s'assure qu'il a suffisamment à manger. Bien entendu, si nous sommes au courant d'un détail concernant Konata, c'est son habitude d'exploiter chaque opportunité pour se lier de près à son prisonnier. Elle choisit de le sustenter personnellement, laissant tomber le plateau habituel et prenant soin de rafraîchir les plats avant de les présenter. Cependant, elle n'est pas la seule à profiter de cette situation pour se rapprocher un peu plus. Le visage de l'artiste rougit de plus en plus à mesure qu'elle s'approche, et il y a quelque chose qui me laisse penser que cela n'est pas dû à la fièvre. Suite à ces soins attentifs, il récupère rapidement et retrouve bientôt son dessin numérique, représentant Konata dans diverses positions familières. Ils se sont tous deux très bien adaptés à cette routine, et à ce point, l'artiste a presque mémorisé la silhouette de Konata grâce à leur proximité. Il décide de poser la question qui nous a interpellés tout au long de cette série. Pourquoi porte-t-elle toujours un uniforme scolaire? Il semble qu'elle ne fréquente pas l'école puisqu'elle passe tout son temps à la maison, à cuisiner ou à poser pour lui. Alors pourquoi se déguiser? Konata réagit assez mal à cette interrogation. Alors l'artiste tente de préciser que, pour le bien de son art, ce serait intéressant de la voir aussi dans des tenues plus décontractées pour certains croquis. Toujours désireuse de ne pas décevoir, Konata se lève aussitôt et sort de la pièce. On perçoit un bruissement de vêtements, suivi d'un claquement provenant de l'extérieur, et soudain, elle réapparaît dans une ravissante tenue gothique, tenant toute sa garde-robe. Elle propose un changement de costume et lui demande de choisir celui qui lui conviendrait le mieux. Son captif ne serait certainement pas contre une petite parade de tenue, mais sa question demeure sans réponse. Est-elle réellement une lycéenne? Les spectateurs sont impatients de connaître la réponse. Le jour suivant le défilé de mode, l'artiste s'adonne à sa pratique dans sa chambre, aussi appelée cellule. Il perçoit de nombreux sons et bruits sourds provenant de la cuisine, ceux qui piquent sa curiosité. Il ouvre alors la porte pour y jeter un coup d'œil. Il apparaît que Konata a regroupé un grand nombre d'ingrédients variés et s'efforce manifestement de concocter quelque chose d'inédit. L'artiste remarque qu'elle semble de bonne humeur aujourd'hui et lui propose son aide pour la cuisine. Mais Konata semble ravi de gérer la situation seule. Il s'approche donc juste pour l'observer cuisiner, tout en discutant de la progression de son manuscrit. Après beaucoup de désordre et d'efforts intenses de la part de Konata, son chef-d'œuvre culinaire est finalement achevé. Le repas qu'elle a préparé aujourd'hui sur le plateau est spectaculaire en comparaison avec ses précédentes réalisations. Elle a préparé un repas comprenant de la viande de premier choix, des fruits de mer, du riz et même un mignon petit cupcake. Elle a mis tout son cœur à l'ouvrage et demande à l'artiste de deviner l'occasion spéciale pour laquelle elle a préparé ce festin. Il réalise finalement que c'est son anniversaire aujourd'hui. Le lendemain matin, un événement inattendu se produit. Pour la toute première fois depuis son confinement, l'artiste est réveillé par la lumière du soleil pénétrant dans sa chambre. Il se lève pour découvrir que le volet s'est entrouvert, juste un peu, mais cela pourrait-il être le prélude à une plus grande liberté, une récompense supplémentaire pour tous ses efforts déployés sur le manga? Lorsqu'il s'assoit pour déjeuner, il demande à Konata si c'est elle qui a entrouvert le volet. Elle admet que priver son corps de soleil n'est pas sain, ce qui est vrai, mais elle a déjà privé l'artiste de lumière naturelle pendant 1 mois. N'est-il pas un peu tard pour se soucier de sa santé maintenant? L'artiste est aussi surpris, car il ne s'attendait pas à tant de clémence de sa part. Konata observe que l'ouverture est trop étroite, mais elle n'est pas inquiète, car il lui a promis de ne pas s'enfuir. Elle lui demande alors pourquoi il n'a jamais tenté de s'évader jusqu'à présent. Il y a probablement de nombreuses raisons qui lui viennent à l'esprit, mais l'artiste a simplement le sentiment qu'il serait capable de créer un manga de meilleure qualité s'il reste. Même si, je suis sûr, les menaces répétées de sa geôlière de le poignarder ont aussi leur importance. Mais Konata semble apaisée et semble croire en sa parole. Elle finit par lui retirer son collier et lui dit qu'à partir de maintenant, il n'a plus besoin de le porter à moins qu'elle ne soit endormie. C'est une étape assez importante pour eux deux et peut-être que quelqu'un d'autre aurait profité de l'occasion pour s'échapper. L'artiste est véritablement déterminé à achever son manga. Il ne semble donc pas qu'il envisage de s'échapper prochainement. Le repas du soir tarde à venir et aucun bruit ne provient de la cuisine. Alors l'artiste se faufile pour aider Konata à cuisiner et la trouve endormie. Comme il ne la voit que rarement dormir, il décide de ne pas la réveiller
et se charge lui-même de la cuisine. Lorsqu'elle s'éveille, il a déjà terminé et dispose un plateau de nourriture devant elle. Konata est tellement touchée qu'elle en verse presque des larmes et s'excuse de l'avoir laissé cuisiner seule. Il ne considère vraiment pas la situation comme étant grave, mais elle se sent tellement coupable qu'elle insiste pour qu'il formule une demande, une manière pour elle de se faire pardonner. Puisqu'elle persiste, il décide de réfléchir pendant la nuit et lui promet qu'il aura une demande à lui faire le lendemain. Après avoir consacré un peu de temps à son art, il parvient à trouver une requête. Konata est toujours très impatiente de se racheter. Lorsqu'il s'assoit pour dîner, c'est le premier sujet qu'elle aborde. Elle l'encourage à poursuivre jusqu'à ce qu'il dévoile sa demande. Il souhaite utiliser cette opportunité pour demander la vérité, la raison pour laquelle elle l'a gardé enfermé tout ce temps. C'est une question tout à fait légitime. Ils sont impliqués dans ce jeu depuis si longtemps, mais il n'a toujours aucune idée de comment il s'est retrouvé enfermé dans son propre appartement par une adolescente qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Je crois que n'importe qui serait désespéré de connaître la vérité à ce stade. Cependant, Konata ne répond pas. Elle se lève brusquement, déclare qu'elle a fini de manger et se dirige vers la porte. L'artiste réalise alors qu'il a franchi une ligne et s'excuse, proposant d'oublier cette conversation. Mais avant de quitter la pièce, Konata dit qu'elle peut lui révéler la vérité. C'est simplement qu'elle pensait qu'il aurait fini par comprendre de lui-même. Quelle réponse mystérieuse, en effet. Le lendemain, il ne la trouve nulle part. Et rapidement, l'artiste regrette vraiment d'avoir posé la question. Il ne se souciait pas réellement de ses motivations. Et maintenant qu'elle a disparu, il se rend compte que toute cette interrogation était une idée mal avisée. Son absence le perturbe profondément. Non seulement il est attristé, mais son art en pâtit également. Sans Konata à ses côtés, il se sent incapable de dessiner et de trouver de nouvelles histoires à raconter. Bien qu'il ait envisagé de tout abandonner, il décide finalement que ce serait injuste pour lui et pour Konata, rendant vaines toutes les activités qu'ils ont partagées au cours du dernier mois, comme le dessin, la cuisine et le renforcement de leur relation. Plutôt que de se morfondre, il doit se concentrer sur son travail pour garder Konata présente en pensée. Il décide donc de se plonger sérieusement dans son travail, se promettant de ne pas quitter la pièce avant d'avoir terminé le brouillon. C'est assez ironique. Alors qu'il obtient sa première réelle opportunité de s'échapper, il s'enferme lui-même. Parfois, je ne comprends vraiment pas ce type, mais il tient parole. Même lorsque la nuit tombe et que sa chambre est plongée dans l'obscurité, l'artiste ne délaisse pas son travail. Le lendemain, marquant la fin d'un mois de captivité, il se réveille toujours devant sa tablette, ayant passé la nuit à travailler dessus. Malgré l'absence de Konata à ses côtés, cela semble avoir stimulé le processus de création en lui permettant de se concentrer sur l'histoire plutôt que d'être distrait par les dessins. Enfin, le premier brouillon est achevé. Une fois terminé, la première personne à qui il voudrait montrer le brouillon est bien sûr sa ravisseuse, mais elle est introuvable. Il n'y a aucun signe d'elle nulle part dans l'appartement. Même la vieille chaîne et le cadenas ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Y a-t-il une chance qu'il ait tout imaginé ? Il est au bord de la folie. Peut-être que tout ceci n'était qu'une crise d'hallucination. L'artiste commence à se poser la même question. Après tout, il est très commode qu'une jolie lycéenne l'ait enfermé et l'ait forcé à créer lorsqu'il était en panne artistique. Peut-être que le stress a provoqué une hallucination qui a duré un mois entier. La seule chose dont il est certain, c'est l'odeur de Konata, qu'il peut encore sentir légèrement dans sa chambre. Il trouve son téléphone posé sur le sol dans une autre pièce lorsqu'il se met à sonner. C'est son éditeur qui l'appelle pour lui dire que son nouveau brouillon est le meilleur qu'il ait jamais produit, même si l'artiste est presque certain de ne pas l'avoir envoyé. Apparemment, l'éditeur l'a reçu par courrier et attend déjà avec impatience le manuscrit final. Il essaie encore de comprendre comment son éditeur a pu mettre la main dessus lorsqu'il entend la porte d'entrée s'ouvrir et Konata entre, traînant une valise derrière elle. L'artiste est maintenant totalement désorienté. Il ne sait toujours pas pourquoi elle a disparu, comment elle a pu le trouver en premier lieu, ou même si elle est réelle. Mais Konata agit comme si tout était normal. Elle le félicite d'avoir terminé le manuscrit et promet de travailler avec lui jusqu'à ce qu'il le publie. Et voilà, c'est ainsi que l'aventure se poursuit pour notre artiste mystérieux. Avec un brouillon achevé et un tourbillon de questions sans réponse, l'histoire est loin d'être terminée. Pour découvrir la suite, restez à l'écoute et n'oubliez pas de donner votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer, de la commenter et de vous abonner pour plus de résumés de ce genre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite de cette histoire captivante.